Bonjour, La Voix est libre en direct tous les samedis sur France 3 avec aujourd'hui une voix bourguignonne qui a fait parler d'elle dans tout le pays à la fin de l'été. François Rebsamen, bonjour. Bonjour. Ministre du Travail depuis avril 2014, vous avez décidé après le décès d'Alain Milhaud à la fin du mois de juillet de revenir à Dijon, dont vous aviez été le maire depuis 2001. On va parler du ministère du Travail, de la situation nationale, des prochaines élections régionales aussi, et bien sûr de Dijon. Et chez vous, vous pouvez réagir sur notre site internet dans l'article consacré à l'émission. François Rebsamen, votre décision a surpris dans l'opinion, c'est un cas quasiment unique. Quitter le gouvernement sans y être obligé pour retourner dans sa ville, en général c'est quand on est viré qu'on fait ça. Vous avez mis en avant la promesse que vous aviez faite aux Dijonnais, mais est-ce qu'on ne doit pas y voir aussi une forme de message je rentre chez moi, j'envoie tout promener? Non, je voudrais d'abord rappeler, mais vous l'avez fait, dans quelles circonstances cela s'est produit. D'abord, il y a eu le décès d'Alain Milhaud, un ami, décès qui m'a profondément touché, affecté, je le dis, et j'avais pris un engagement auprès d'Alain et des Dijonnais, mais aussi auprès d'Alain. Lui et lui seul me remplaçait, et s'il ne pouvait plus être maire, pour une raison ou une autre, on n'avait jamais envisagé cette fin, bien sûr, je reviendrai. Et donc, j'ai essayé de le dire d'une manière la plus détendue possible pour enlever l'émotion. J'ai dit, j'avais promis de revenir, et bien me revoilà. C'est une période qui a été difficile à titre personnel. Ça vous a plus touché peut-être que vous ne l'avez montré à ce moment-là? Oui, il y avait une... disons que ça a été émotionnellement assez fort, oui. Même très fort. Tout de même, vous appartenez au premier cercle de François Hollande, François Rebsamen, on le sait. 2012, vous n'êtes pas ministre. 2014, vous héritez... 2012, j'ai refusé. Vous refusez. 2014, vous héritez d'un portefeuille à risque, très compliqué. Est-ce qu'on doit évacuer la notion d'amertume de votre part et de dire je rentre à Dijon, j'en ai assez? Complètement. J'étais dans un ministère que j'avais choisi en 2012, un ministère extrêmement difficile, mais un beau ministère, un grand ministère pour un homme de gauche, et avec la certitude de faire un travail utile. Et donc, c'est avec beaucoup de regrets, je le dis, que j'ai quitté le ministère. Mais permettez-moi de le dire, c'est avec beaucoup de joie que je suis à Dijon maire, parce que d'abord, c'est le plus beau des mandats. Contrairement à ce que dit la presse parisienne, être maire, c'est pas une chose simple. Se préoccuper de la vie des gens au quotidien, dans la proximité, imaginer la vie, l'évolution d'une ville, c'est pas simple. Il n'y a que les Parisiens qui pensent que c'est ça. Mais on voit toujours qu'une carrière, c'est une ascension, François Rebsamen. On est maire d'une grande ville, ensuite on devient ministre, et puis ensuite on veut un plus grand ministère. La voie que vous avez prise, elle est totalement inhabituelle. Ben oui, mais ça fait partie de ma personnalité. Moi, je suis attaché à cette ville, ça se sait. J'ai construit, ou plutôt Alain a construit une communauté urbaine, j'en ai pris la présidence. J'ai encore des belles choses à faire à Dijon, pour les Dijonnais, pour cette ville. Voilà. Bien sûr, s'il n'y avait pas eu le décès d'Alain, je serais resté jusqu'en 2017. Le président m'a demandé de rester. Voilà, c'est une question que Le président m'a demandé de rester. Il m'a demandé si Comment il a réagi quand vous lui avez dit ça, François? Parce que ça le mettait dans les ennuis quand même. Oui, changer de ministre du Travail à la fin de l'été, une sorte de vrai faux remaniement. C'est clair, il m'a demandé s'il y avait d'autres solutions. Et je lui ai dit que je n'avais pas d'autre solution que de respecter la parole que j'avais donnée. Et donc, voilà, il m'a dit, en es-tu sûr? Tu as bien regardé? Voilà, mais ma détermination était... C'est dans cette recherche de solutions que vous avez dit le 30 juillet, je serai maire et ministre, ce qui a déclenché un tollé. Il faut ajouter, mais ça n'a pas été... Vous voulez dire que ça a été coupé après ministre? Oui, j'ai dit le 10 août au soir, je serai maire et ministre, puisque le président de la République m'avait demandé d'assumer, comme on dit... les affaires courantes, c'est-à-dire en réalité de préparer les dossiers pour celui ou celle qui allait me succéder. On ne peut pas faire les deux choses. Vous savez, être ministre... Alors comment vous expliquez que dans les médias, puis l'opinion publique, est galopé sur l'image de Rebsamen le cumulard qui veut rester ministre et être maire en même temps, et que tout le monde s'engouffre là-dedans? Vous vous doutiez bien que ça risquait d'arriver? Oui, mais j'avais dit le 10 août, et il y a une tradition dans la République, quand on est député, qu'on est élu, nommé ministre, après avoir été élu député, on a un mois pour choisir. Il y a un délai d'option, un droit d'option d'un mois. Mais il se trouve que le mois d'août est un mois assez creux, en information
pour la presse quotidienne, celle qui inonde les ondes et les images, celle qui fait du média zapping, de la télé zapping, et donc voilà, donc c'est tombé sur moi. J'ai remis les choses en place. Dès le lendemain, il y avait un article dans un journal du soir, Le Monde, où je précisais que bien évidemment. Mais il y a un ministre qui s'en est mêlé. Il y a même Manuel Valls qui a donné son avis. Oui, il a dit quelle était la règle. Et vous l'avez pas pris. Vous l'avez pris contre vous? Non. Non, je connaissais la règle. Je connaissais la règle, bien évidemment. J'en avais parlé avant au président de la République, qui m'avait demandé de ne pas donner de date de sortie. De ne pas donner de date de sortie. Voilà. Plus largement, on se souvient que quand vous n'étiez pas ministre, sur ce même plateau, vous nous avez dit plusieurs fois, on se rappelle par exemple de la visite de François Hollande à Dijon qui s'était passée de façon un peu tumultueuse. Ils savent pas communiquer, ils expliquent pas bien, il faut faire autrement. On a le sentiment que quand vous vous êtes retrouvé ministre, vous avez vécu les mêmes choses, avec un certain nombre de polémiques, de rétropédalage. Ça veut dire quoi? C'est plus dur que vous ne le pensiez? Oui, il n'y a pas eu de sous le gouvernement de Manuel Valls, il n'y a pas eu de couac entre ministres. Il y a eu des annonces pour faire bouger les choses. Certaines ont bougé. Je pourrais parler, par exemple, du contrôle des chômeurs. J'allais rebondir là-dessus. Ça, par exemple, c'était jeter une annonce pour faire avancer les choses, pour faire avancer le débat, en sachant que vous alliez prendre la marée médiatique derrière. Il y avait une étude qui avait été lancée, une expérimentation qui avait été lancée dans 3 régions et qui montrait que nombre de chômeurs ne recherchaient plus d'emploi, décrochaient pour des raisons très diverses, soit parce qu'ils ne trouvaient pas d'emploi, soit parce que l'emploi qu'ils trouvaient n'était pas celui qui correspond à leurs besoins, soit parce qu'ils avaient complètement décroché dans la recherche d'emploi. Et donc, ça pouvait atteindre des proportions chez notamment les chômeurs de longue durée de l'ordre de 1 sur 2. Et donc, pour être chômeur, il faut chercher du travail. Et le but des agents de la NPE, des conseillers de la NPE, enfin de la NPE, de Pôle emploi, vous voyez, sur cette partie-là, c'est justement d'aider ces gens à raccrocher les wagons, savoir pourquoi ils abandonnent. Et les retours étaient très positifs de l'expérience. Les retours étaient très positifs parce que c'est pas la fraude, c'est autre chose. C'est le contrôle. Pourquoi ces gens-là ne cherchent plus alors que ils s'abandonnent. En partie la désespérance. En partie la désespérance, oui, puis des tas de raisons très différentes, familiales, décrochage, tout existait. On les remet dans le bain, et je suis très heureux de savoir que c'est étendu. Voilà, à partir du 1er septembre, ça fonctionne. Les sondages disent l'opinion publique était pour. Oui, bien sûr. Et en même temps, la charge principale, elle est venue de votre parti. Du Parti socialiste, les frondeurs, Martine Aubry. Alors, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est symptomatique quand même de la difficulté qu'a le gouvernement aujourd'hui avec son propre parti? Je comprends la question. Je voudrais dire que ça m'a surpris. L'autre jour, j'écoutais une émission où Martine Aubry était, à laquelle elle participait, et elle a dit « Mais le contrôle des chômeurs, c'est moi qui l'ai mis en place en 1992 ». Elle a dit ça devant les journalistes, et j'étais très surpris de voir que les mêmes journalistes ne réagissaient absolument pas. Donc, parce qu'elle n'a pas été tendre avec vous et beaucoup de gens qui elle a revendiqué cela. Je redis, le contrôle des chômeurs, savoir pourquoi ils ne cherchent pas du travail ou ils ne cherchent plus du travail, c'est le travail des conseillers de Pôle emploi. Et quand on est chômeur, on doit chercher du travail. Et donc il faut absolument les aider à se remettre dans le bain. Même question. Vous avez fait passer une loi sur le dialogue social. Oui. On avait beaucoup parlé des seuils sociaux. On va dire que la charge principale contre la réforme des seuils sociaux, elle est venue des syndicats, qui étaient dans leur rôle, mais aussi de votre propre camp et de votre propre parti politique. Est-ce que ça... une partie de la gauche de la gauche. J'ai l'air monomaniaque, mais est-ce que ça résume la difficulté aujourd'hui de la réforme avec votre propre camp qui s'y oppose plus finalement? On n'a quasiment pas entendu la droite sur les seuils sociaux, par exemple. Non, mais la loi a fait bouger les choses. La loi que j'ai fait voter, elle a fait bouger les choses. Un petit peu, parce que... Moi, j'ai mis volontairement... Les seuils n'ont pas sauté. Mais non, elle a mis volontairement... Il y en a un qui a été modifié, d'ailleurs. 2 qui ont été modifiés, c'est important. Mais j'ai mis volontairement les pieds dans le plat sur le seuil des 50.
Pourquoi? Parce que je me suis aperçu qu'il y avait 2 fois plus d'entreprises qui avaient 49 salariés que d'entreprises qui en avaient 51. Donc il y a bien une raison. Donc vu que la méthode de ce gouvernement, et je pense que c'est la bonne méthode, l'ADN de ce gouvernement, celle qui est voulue par le président de la République, c'est le dialogue social, dès que j'ai dit ça, bien évidemment, j'ai rencontré l'ensemble des organisations syndicales et patronales et syndicales, pour leur dire pourquoi ne tentez-vous pas pour 3 ans d'effacer ce seuil, puisque de toute façon on voit bien qu'il peut constituer un frein dans l'évolution des entreprises. Ça ne peut qu'aider. Et je me suis heurté à un refus de l'ensemble des organisations syndicales. Donc j'ai repris ma proposition, c'est assez simple, j'ai repris ma proposition et j'ai avancé autrement. J'ai avancé avec le dialogue social. Vous avez avancé beaucoup moins loin. Oui, mais enfin, c'est ce que j'ai dit, c'est pas une révolution, c'est une évolution. Et des évolutions, elles sont nécessaires à la société. La société, elle doit avancer par des compromis. Et compromis, c'est pas des compromissions. Ce sont des accords qui sont passés, responsables, gagnant-gagnant. Et là, je peux vous dire que les chefs d'entreprise m'appellent pour me dire c'est bien ce que tu as fait. Entre 50 et 300, maintenant, au lieu d'avoir 17 réunions, on en a 3. Ça change la vie dans une entreprise. François Rebsamen, est-ce que c'est douloureux quand vous disiez tout à l'heure, par exemple, pour les réseaux sociaux, vous disiez j'ai mis les pieds dans le plat. Un ministre met volontairement les pieds dans le plat. Derrière, en général, c'est la curée médiatique pendant 10 jours. Quand on est dans son bureau au ministère, on vit ça comment? Parce qu'en gros, on passe pour quelqu'un qui se trompe, qui va trop loin, qui n'est pas en ligne avec le gouvernement, qui va être obligé de battre en retraite. On a la solidarité de ses collègues. Si on l'a pas de toute la gauche de la gauche, puisque c'est ce qui me... c'est le moins qu'on puisse dire sur ce sujet-là. C'est vrai que j'ai des différences très fortes avec, par exemple, Gérard Filoche. C'est vrai, bien sûr. Moi, Alors là, vous tapez très à gauche dans le Parti socialiste. Oui, mais c'est lui qui critiquait les propositions que je faisais essentiellement. Et donc, puisque la loi que j'ai présentée, elle a été votée. Christian Paul aussi, qui est... il a voté la loi. Il a voté la loi que j'ai présentée. On oublie ça. Cette loi que j'ai présentée était votée par la gauche. Et pas que par la gauche, était votée par les écologistes aussi. Et même, j'ai senti que quelques centristes auraient pu la voter. Donc, c'est des lois comme ça qu'il faut prendre, celles qui rassemblent et pas celles qui divisent. Mais ça n'empêche qu'on peut, par des annonces, faire bouger les lignes. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. Bien, pas bien, on verra. Par exemple, j'ai supprimé la fiche individuelle du compte pénibilité dans les petites entreprises. C'était un sujet de colère du patronat. Non, des artisans, des PME, parce que les grosses entreprises, les grands groupes, ils n'ont pas de difficultés. Ouais. Ils ont les juristes, ils ont tout. Mais imaginez que dans une entreprise de moins de 10 salariés, 11 salariés, on puisse suivre un salarié tous les jours pour savoir combien d'heures il a eu les bras levés quand il fait de la pâture, par exemple. Mais avoir une fiche individuelle, c'est juste impossible. Donc ça a provoqué un tollé quand j'ai annoncé que j'allais supprimer la fiche individuelle. J'ai supprimé la fiche individuelle. On parlait de moments de solitude tout à l'heure. Vous en avez évoqué lorsque vous avez passé le relais à Myriam El Khomri au ministère du Travail. C'est, vous l'avez dit, le grand moment de solitude de l'annonce des chiffres du chômage. Vous n'avez annoncé quasiment que des hausses du chômage. Ouais, les 2 derniers mois, j'ai annoncé la stabilisation quand même, et une légère baisse. Mais c'est remonté. Myriam El Khomri, elle a eu une remontée. Elle va avoir des baisses à la fin de l'année. Permettez-moi de faire cette annonce. À la fin de l'année, le chômage aurait été stabilisé dans notre pays et il va commencer à baisser. Voilà, durablement. On l'enregistre. Oui, vous l'enregistrez et je reviens l'année prochaine. Et vous signez sur ça. Qu'est-ce qui vous le fait dire? Les chiffres de croissance qui sont annoncés aujourd'hui. Moi, j'ai vécu, le gouvernement a vécu pendant 3 ans, 2012, 2013, 2014, 3 années de croissance quasi nulle. Il faut s'imaginer ce que ça veut dire. Et là, le ministre du Travail ne sert à rien. Si, mais c'est là où il y a une grosse erreur. J'ai fait une grande interview dernièrement sur ce sujet. Le ministre du Travail, il n'a pas comme seul travail d'annoncer les chiffres du chômage à la fin du mois. À la limite, on pourrait presque dire que ces chiffres du chômage à la fin du mois, ils pourraient être annoncés par le ministre de l'Économie, puisque c'est uniquement la résultante, quasiment uniquement la résultante. Vous auriez préféré Oui, mais je l'ai assumé. Bien sûr, je peux dire ça en souriant. Il n'empêche que le ministre du Travail, c'est le ministre des salariés.
c'est le ministre du respect du droit du travail, c'est le ministre de la formation professionnelle, c'est le ministre du dialogue social. Et donc, tous ces éléments qui font qu'aujourd'hui, il y a dans les entreprises 40 000 accords d'entreprise parce qu'il y a un cadre qui est fixé. Donc c'est cela, c'est aussi de protéger les salariés, de les défendre. Le ministre du Travail, ça a été des grandes conquêtes sociales tout au long de leur vie. Et je maintiens, et je redis que la loi que j'ai faite, elle sera aussi importante à la fin quand elle va être en pratique, elle commence à entrer en pratique que les lois Auroux en 1982. Vous parlez d'indicateurs. Moi, j'en ai relevé un qu'on a reçu la semaine dernière. L'emploi intérimaire en Bourgogne, au mois d'août, c'était plus 8,5%. Et est-ce que ça veut dire que si on cumule ça avec plein d'autres indicateurs économiques, les ventes de voitures qui sont à plus 9%, je crois, sur le mois dernier, et en même temps, aujourd'hui, les chefs d'entreprise n'embauchent pas. Est-ce que ça veut dire que les chefs d'entreprise ne jouent pas le jeu en ce moment ? C'est quoi? Ils attendent une alternance politique? Ils ont peur de l'avenir? Vous, ministre du Travail, vous avez forcément une théorie là-dessus. Oui, je vais même compléter votre information en disant, je l'ai indiqué hier soir au préfet pour qu'il prenne les dispositions, j'ai écrit à la Fédération du bâtiment, j'ai même des lots dans le cadre de marchés publics qui ne trouvent pas réponse. C'est-à-dire que les entreprises locales ne répondent pas sur un lot, par exemple, je sais pas, le lot peinture pour le stade, la tribune, par exemple. Tout ça, ce sont des exemples vrais. Eh bien, il n'y a pas eu de réponse d'entreprise. Donc, à un moment, vous vous posez des questions. Comment est-ce possible que des entreprises qui disent qu'elles ont des difficultés à trouver des marchés, etc., ne répondent pas à un lot alors qu'on leur propose là du travail? Et puis, c'est pas des... Excusez-moi de dire les choses comme ça, c'est pas des petits lots. Alors là, vous posez la question, mais vous avez sûrement une idée de la réponse. C'est pas des petits travaux. Non, j'ai relancé, bien sûr, j'ai écrit à la Fédération du bâtiment. Et puis, il y a beaucoup de lots où on n'a qu'une seule réponse. Là, c'est toujours un peu étonnant. Alors, c'est quoi? C'est les entreprises sont en modèle réduit, elles n'embauchent pas et elles veulent... Alors j'essaie de comprendre, de les aider à bouger. Je pense que les saillies que peut faire de temps en temps M. Gattaz nuisent à la confiance des entreprises. Ce que le gouvernement a fait, c'est, tenez-vous bien, c'est restituer les marges que la droite a diminuées pendant 10 ans. Alors évidemment, ça ne fait pas plaisir quand je dis ça, mais moi je le dis clairement. De 2002 à 2012, les entreprises industrielles, elles ont vu leurs marges fortement diminuer. Et encore plus sous la crise de 2008 à 2012. Et donc, nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on leur redonne ces marges. Mais si à chaque fois qu'on fait, parce que c'est la nation qui fait cet effort, c'est 40 milliards d'euros qui sont redonnés aux entreprises. Si des parts on pourrait dire qui sont prises sur les ménages. Les ménages, les Français font des efforts pour redonner des marges à leur entreprise. 40 milliards. Donc c'est quoi? Les entreprises sabotent le travail? Mais les déclarations du patronat, c'est pas assez, il en faut plus, etc., nuisent à la confiance retrouvée des entreprises. Alors les entreprises elles-mêmes, elles attendent en ce moment. Elles ont toutes fait appel au CICE, c'est bien. Mais je leur dis, il ne faut pas avoir du cash dans l'entreprise, il faut investir. Les entreprises françaises, c'est le moment pour elles d'investir. On leur rend les marges pour qu'elles investissent. Donc c'est un appel à l'investissement. C'est elles qui créent l'emploi, c'est elles qui créent la richesse du pays. Mais quand on dit c'est elles, les entreprises, je voudrais dire ce sont les salariés aussi, c'est pas que les patrons. C'est bien gentil de dire toujours cette chose-là. Une entreprise, c'est une entité avec certains entrepreneurs, un patron, mais aussi des salariés. C'est les salariés de ce pays qui créent la richesse. Et donc il faut que ces entreprises, elles puissent investir à nouveau. Voilà, donc il faut qu'elles retrouvent cette confiance, qu'elles aient la certitude que les choses vont aller mieux. Et on le voit, déficit en baisse, aujourd'hui le déficit budgétaire est en baisse. À la fin de l'année 2016, on sera revenu, vous me direz, c'est pas très glorieux, mais on sera revenu au même état qu'en 2008. Vous voyez le chemin qu'il a fallu faire, la destruction en 2008-2012 et la reconstruction en 2012-2016. Ça permettra, si la courbe s'inverse, à François Hollande d'être candidat à sa propre succession. Mais personnellement, je le souhaite, vous le savez. Bon, c'était une première question. Est-ce qu'on aurait pu imaginer un autre scénario? Autrement dit, est-ce que François Hollande, d'une manière ou d'une autre, aurait pu envisager de laisser sa place en 2017? Mais je crois qu'il faut lui poser la question. Je ne sais pas quelle est sa réponse aujourd'hui. Je sais quelle est son action. Il y a eu, je crois, un mauvais départ dans ce quinquennat. Les 2 premières années, elles sont... Oui, même le début. Je pense que on a fait fi, enfin je me mets dedans,
les socialistes, la gauche, a fait fi des difficultés, c'est-à-dire n'a pas assez insisté sur la gravité de la situation à laquelle on était confronté. Et ce défaut de pédagogie du départ, je l'avais dit plusieurs fois, eh bien, il se paye cher aujourd'hui. Parce que il fallait mettre les Français devant la réalité de la situation qui avait été cachée par la campagne présidentielle. Est-ce qu'il peut s'en relever, François Hollande? Il est quand même bas dans les enquêtes d'opinion d'une manière quasiment jamais vue sous la Ve République. Nicolas Sarkozy était très bas aussi, mais François Hollande est très bas, il remonte quasiment pas. Et il y a eu aussi des affaires d'image, on va dire, Cahuzac, l'affaire de Valérie Trierweiler, toutes ces choses-là. Est-ce que c'est pas la personnalité du président qui est obéré pour longtemps, et est-ce qu'au final, il va se présenter parce qu'il a dit qu'il est président sortant, mais sans aucune chance de l'emporter? Il n'a pas dit qu'il était candidat encore. Est-ce que sérieusement, vous envisagez qu'il ne le soit pas? Je pense. Je pense qu'il peut ne pas l'être, oui. Je pense qu'il peut ne pas l'être. Je souhaite qu'il le soit, mais je pense qu'il peut ne pas l'être. Son but, c'est pas lui, c'est la France. C'est rétablir l'image de la France. Et je pense que ces défauts de communication qu'on peut voir, ils sont aujourd'hui assez récurrents, alors que quand je le vois à l'international, quand j'ai accompagné le président des sommets avec Poutine, avec le président chinois, il y a un énorme respect pour François Hollande, il y a un énorme respect pour la France, mais nous sommes aujourd'hui victimes dans ce pays d'une offensive qui détruit les fondements, les bases démocratiques de notre pays. C'est ce que j'appelle le déclinisme, le défaitisme, le pessimisme, le French bashing. La France est un beau pays, la France est un grand pays, elle a des atouts, elle a des entreprises performantes. On vend ce que n'avait pas fait la droite, on vend des rafales, on vend de la technologie dans le monde entier. On est un grand pays, mais 70% des Français pensent que leur pays va mal, alors que 70% pensent qu'ils vont bien pour eux-mêmes. Et il y a quelque chose qui ne va pas. Cette dépression nerveuse de ce pays, c'est le fait qu'il n'y a plus aujourd'hui de parole. Alors c'est relayé pas ici, mais c'est relayé par les médias. C'est relayé par les médias. Il n'y a plus aujourd'hui des gens qui disent « mais ce pays a toutes les chances, il va se redresser ». Mais bien sûr, on a vécu d'autres choses. Pendant la guerre, les périodes de reconstruction, c'est un grand pays. Mais je suis sidéré de ne voir qu'il n'y a plus personne qui porte des paroles d'espoir et d'optimisme et qu'on cherche toujours à en rajouter. Vous vous rendez compte que j'entendais sur les ondes, ou à la télévision dire « il y a 6 millions de chômeurs en France ». Mais où c'est qu'on a vu ça ? Où c'est qu'on a vu ça? Il y a 10% de chômeurs en France, c'est déjà suffisamment énorme pour qu'on n'en rajoute pas. Vous savez que la moyenne européenne, c'est 11,5. Mais pourquoi chercher toujours à être plus bas? Quand j'ai rencontré en tant que ministre, si vous me le permettez, les journalistes étrangers, j'étais très surpris. Ils pensaient que la France avait un taux de chômage bien plus élevé que l'ensemble de l'Europe. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on porte une image qui est mauvaise image de notre pays, alors que c'est, je le dis, un beau pays, un pays fort avec des entreprises structurées, innovantes, qui n'exportent peut-être pas assez, qui, à cause du climat, n'ont pas la confiance. Il faut avoir confiance. Est-ce que ce déclinisme, on va le sentir aussi dans quelques semaines, avec la prochaine échéance électorale, les élections régionales? Il y a eu de fortes défaites pour la gauche, les municipales, les départementales. Les régionales, c'est une prochaine... Pas à Dijon, c'est la seule chose que je peux noter quand même. De façon générale, les régionales, c'est une nouvelle déculottée pour la gauche qui s'annonce? Est-ce qu'il y a un phénomène de lien? Oui, on s'aperçoit assez clairement que quand on assume le pouvoir national, on perd les élections locales. Donc c'est quasi mécanique. Ça a été la même chose en négatif. Oh, ça a été pire même, oui. Je pourrais vous dire. Toutes les régions étaient passées à gauche. Toutes les régions étaient passées à gauche, ce qui n'était pas la vérité non plus du pays. Mais quand même, ce qui est plus inquiétant, c'est les dégâts qu'ont provoqués dans notre société, ce déclinisme, ce défaitisme, ce pessimisme, ce rejet de l'autre, cet individualisme. C'est la montée inexorable en ce moment des populismes à travers le vote des extrêmes. Et je ne cite qu'un extrême, l'extrême droite. Donc là, je suis très inquiet. Comment notre peuple si intelligent, si cultivé, si formé, peut-il se laisser aller à un tel rejet des fondements même de l'idéal démocratique qui a animé notre pays? Ce sont ces questions dont on doit débattre. Ça ne vous a pas donné envie de mener cette bataille? On dit que votre nom a été testé sur des sondages sur la région. Est-ce que François Hollande aurait aimé que vous
vous meniez la bataille en Bourgogne-Franche-Comté? Je ne pouvais pas mener cette bataille en étant ministre du Travail. Mais vous auriez pu arrêter comme vous l'avez fait pour revenir à Dijon. Non, parce que ce n'est pas la même chose que de tenir un engagement pris vis-à-vis des électeurs. J'ai été élu maire de Dijon, quand même, je voudrais le rappeler, avec 53% des voix en triangulaire. Donc la gauche a été majoritaire dans cette communauté urbaine. Elle l'est jusqu'en 2020, quoi qu'il se passe. Je dis ça à ceux qui sont un peu pressés, qui prennent leur temps, et il va falloir qu'ils s'habituent à me revoir. Et donc, non, c'était pas du tout la même chose. Mais c'est vrai que c'est un beau combat à mener. C'est vrai que c'est un beau combat. Et Marie-Guilde Dufay était la seule femme sortante présidente de région. Là aussi, c'est un beau symbole quand même de la soutenir. C'est bien. Vous avez d'un côté une femme présidente de région qui a ce mandat, le seul mandat qu'elle a. C'est la bonne candidate, Marie-Guilde Dufay. Oui, est-ce que François Patria n'aurait pas été meilleur candidat? François Patria, il a déjà été 2 fois candidat. Il n'a pas voulu l'être, qu'est-ce que je vous dise. Donc Marie-Guilde Dufay, c'est une bonne candidate et elle va faire une surprise, j'en suis sûr. On est dans la période toujours compliquée de la constitution des listes. Il y a un certain nombre de vice-présidents socialistes du Conseil régional qui ne seront pas sur la liste socialiste. On pense à Safia Tokoré, à Fadila Khattabi. Il y a des rumeurs de constitution de listes dissidentes qui pourraient mélanger la droite et la gauche. C'est un vrai danger pour la majorité socialiste actuelle et pour les grandes listes en général. C'est un moment Moi, j'ai eu à faire ces constitutions de listes par le passé. C'est un moment extrêmement difficile. On dit que vous avez poussé beaucoup de Dijonnaises sur la liste côte-dorienne, c'est vrai? Finalement, quand on regarde ce que représente Dijon et sa communauté urbaine, c'est à peu près la moitié du département. Donc, vous voyez, il doit y avoir la moitié des membres de la communauté urbaine. Et puis, vu qu'on est surreprésenté par rapport au monde rural où on est sous-représenté, il est normal. Je pense qu'il n'y en a même peut-être pas assez. Voilà. Mais c'est pas facile de faire des listes. Moi, je regrette que Fadila Khattabi n'ait pas accepté la place qui lui était proposée. C'était une place tout à fait respectable, tout à fait juste. Je respecte son choix, bien sûr, mais je le regrette. Elle a fait un travail formidable au Conseil régional. Elle était directement en lien avec moi, avec mon ministère, à travers la formation professionnelle. Donc, on a agi ensemble. Donc, je le regrette. Mais on a une belle liste. Forcément, il y a toujours des gens qui sont écartés. Et c'est dur, la vie publique. Merci François Rebsamen pour la première partie de cette émission. On va bien sûr parler de Dijon dans la deuxième partie, puisque votre premier conseil municipal depuis votre tour, c'était lundi. Tout de suite, les informations de midi avec Elsa Bezin. Et nous, on se retrouve juste après, je vous le disais, pour parler de Dijon, pour parler du dossier de la Cité de la gastronomie, par exemple, et puis des grands projets à venir. À tout de suite.